Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Tribune de Salon, l'émission officielle de la Hockey Fédération. Comme vous le voyez, malheureusement, je n'ai pas les décors en arrière habituels. Malheureusement, je n'ai pas l'équipement que j'ai habituellement. Mais c'est pas grave, on va faire quand même l'émission, ça ne nous arrêtera pas. Alors, j'ai un bulletin très chargé aujourd'hui dans l'actualité. J'ai un segment sous la lampe et j'ai le segment qui va être le plus important cette semaine, c'est le segment sur votre sofa. Alors, on va commencer tout de suite parce que ça va quand même probablement être une longue émission. Alors, on va commencer tout de suite par le segment de l'actualité. On va commencer par l'ajout de 2 nouveaux directeurs généraux. Eh bien oui, 2 nouveaux, mais c'est des anciens qui sont de retour. Eh bien, on parle des 2 frères Cormier qui sont de retour parmi nous, Pascal et Mario, qui ont pris respectivement les Red Wings de Détroit et les Flames de Calgary. Alors, on leur souhaite la bienvenue avec le nouveau logiciel et on leur souhaite la meilleure des chances. Nous allons commencer par l'actualité de la Ligue. Lorsqu'on parle d'actualité, on est rendu déjà à la mi-saison, un petit peu plus que la mi-saison, et on voit que les équipes se sont déjà démarquées de certaines du classement général dans les deux côtés, autant dans le bas de classement que dans le haut classement. Si on commence par le haut classement, eh bien évidemment, les Red Wings de Détroit trônent au sommet. Ce n'est pas une grande surprise. Par contre, plusieurs équipes les talonnent de très près. Et une petite surprise qui les talonne, les Sharks de San Jose, qu'on n'est pas habitué de voir dans les hauts classements, le sont cette année. Alors, félicitations aux Sharks qui sont en course pour le trophée président. On parle aussi de la course au premier choix, évidemment. On parle des Golden Seals qui ont encore une fois une équipe qui ont beaucoup de misère. Heureusement, c'est une équipe qui va être bourrée de talent éventuellement. Malheureusement, présentement, les joueurs sont signés, mais ne sont pas développés. Alors, ça leur donne un peu de difficulté à pouvoir performer. Mais par contre, ils ne sont pas seuls qui se battent pour la première place. Nous avons plusieurs équipes qui sont très près. On pense aux Penguins de Pittsburgh, aux Blackhawks de Chicago, les Rangers ainsi que les Sabres de Buffalo qui visent, je dirais, les premiers choix. Dave Taylor, Jeremy Roenick en 2e ronde et peut-être Zach Werenski en 3e. C'est peut-être la course à ces 3 joueurs qui se déroule présentement pour ces équipes. Aussi, je vais en profiter pour souligner peut-être que les Kings de Los Angeles seront détrônés pour la première fois en 8 saisons. Présentement, ils sont au premier au classement de leur division, mais les Panthers de la Floride et les Flyers de Philadelphie les talonnent de très près. Alors, ce sera une course à surveiller d'ici la fin de la saison. Du côté individuel, nous avons évidemment Mario Lemieux qui trône au sommet des pointeurs. Tout comme Denis Potvin qui est le premier pointeur chez les défenseurs. D'ailleurs, Denis Potvin est probablement en tout cas, il est en voie de devenir le 3e défenseur à faire 100 points dans une saison. À ce stade-ci, si on calcule bien comme il faut, il pourrait finir autour de 103-104 points d'ici la fin de la saison, ce qui est un exploit en tant que tel. Seuls Bobby Orr et Paul Coffey ont réussi l'exploit. Chez les gardiens, bien, Ryan Miller connaît une saison incroyable avec les Sharks de San Jose. Il trône au sommet des victoires présentement. Et est-ce que nous allons voir un record se faire battre cette année? Mika Kiprusoff des Canadiens de Montréal est en train de surpasser Billy Smith au niveau des blanchissages. Billy Smith a comptabilisé 9 blanchissages. Mika Kiprusoff, lui, en a déjà 7 et il reste encore quand même 30 matchs au compteur. Alors, nous allons aussi parler des 2 transactions majeures, 2 transactions qui ont changé le visage des équipes, du moins qui leur permettent de pouvoir solidifier leurs équipes en vue des séries. On parle de la première transaction des Panthers de la Floride qui ont été chercher Jonathan Huberdeau. Question de solidifier leurs 2 premiers trios. C'est pas que Vsevolod Bobrov n'était pas bon, c'est qu'il n'était pas développé. Alors, ça leur aurait nui probablement dans les séries aux Panthers. Là, avec l'acquisition de Jonathan Huberdeau qui fait un retour au bercail, je crois que les Panthers seront très dangereux en série.
Et que dire de la transaction probablement, on en avait parlé dernièrement qu'il y avait eu un vol, eh bien c'est probablement le plus grand vol de la Hockey Fédération. Wayne Gretzky se retrouve avec les Red Wings de Détroit qui sont déjà bien nantis avec les Steve Yzerman, Sergei Fedorov, Teemu Selanne. Eh bien Wayne Gretzky s'ajoute à cela et les Red Wings n'ont malheureusement pas payé grand-chose pour acquérir ses services pour la dernière année de sa carrière. Ils ont seulement que cédé Igor Larionov qui vient d'avoir tout juste 37 ans et une panoplie de choix qui malheureusement n'ont aucune réelle valeur, à moins d'un changement de cap des Red Wings de Détroit. Alors je félicite Pascal Cormier pour l'acquisition de Wayne Gretzky, mais mettons que les Islanders de New York viennent de servir la Coupe Stanley pratiquement, presque, je dis presque, sur un plateau d'argent aux Red Wings de Détroit. Alors, le repêchage, comme vous avez vu, j'ai affiché le logo pour le repêchage de la saison 9. J'ai déjà fait beaucoup de fiches depuis le début de la semaine. J'espère le terminer probablement en début de la semaine prochaine. La première ronde est déjà complétée. La troisième ronde, je pense qu'il me reste un joueur à faire. Fait qu'il ne me resterait que la deuxième ronde à faire. Donc, une 16-17 joueurs peut-être à compléter. Et le repêchage serait déjà terminé. Il serait déjà prêt pour la fin de la saison. Alors, ceci conclut le segment de l'actualité. Nous allons aller maintenant sur le segment sous la lampe. J'ai demandé au directeur général des Whalers d'Hartford les 5 mêmes questions que je pose pour le segment. Je vais faire le tour de tous les directeurs généraux et voici les réponses qu'il avait à me donner par rapport aux questions. Alors, je lui ai demandé qui était ton joueur préféré et pourquoi. Sa réponse fut « J'ai pas vraiment de joueur préféré, mais j'aime beaucoup les joueurs qui n'ont pas peur d'aller dans les coins et qui sortent fort dans les gros matchs. » Dans la deuxième question, je lui ai demandé « Quelle est ton équipe préférée et pourquoi? » Il m'a fait pour réponse « J'ai une petite place dans mon cœur pour le CH, c'est certain, mais règle générale, j'aime surtout les équipes bien gérées. Ceux qui réussissent à établir une bonne culture gagnante et qui ne prennent pas de mauvaises décisions sur un coup de tête. » Troisième question. Je lui ai demandé qui, selon toi, est le meilleur directeur général dans la Ligue. Et voici sa réponse. C'est assez difficile d'aller contre Houston. Je crois qu'il est toujours dans les tops de la Ligue, même si sur papier, son équipe n'a pas l'air aussi bonne. Je suis d'accord avec cette réponse. Maintenant, la quatrième question. Si tu avais 3 joueurs de ton équipe à mettre au Hall of Fame, qui mettrais-tu? En tout premier lieu, Brendan Shanahan pour sa patience avec l'équipe. Et Martina Velikova pour ses excellentes performances, et Andrew Cassels, il est très performant pour l'argent qu'il demande. Et je lui ai posé la 5e question qui est « Quelle est la transaction dont tu es le plus fier et pourquoi? » Il me parle de la transaction de Bert Olmsted qui avait 34 ans contre Moose Vasco et Taylor Payette. Olmsted performait pas du tout et j'ai eu 2 excellents joueurs de profondeur en échange, toujours avec l'équipe. Alors, ceci conclut le segment sous la lampe. Et maintenant, passons au plus gros segment de cette émission, le segment sur votre sofa. J'ai eu quelques questions et j'ai quelques informations à vous donner, dont une très importante concernant Connor Bedard. Alors, je vais prendre le temps de tout expliquer. Fait que je vais aller avec les 2 questions qui m'ont été posées par le même directeur général. Fait que je vais lui répondre du mieux que je peux. Alors, voici sa première question. On m'a demandé de donner mon point de vue sur la direction prise dans la Ligue en général. Est-ce que le jeu défensif est à privilégier ou l'attaque est la seule voie? Moi, je vous dirais que, comme toujours, je suis un vrai fan des années 80-90 du hockey de cette époque-là. Et on peut voir la tendance là, de cette année de revoir de plus en plus de marqueurs de 100 points et de marqueurs de 50 buts. Alors, j'ai toujours priorisé l'offensive au style défensif. Je ne suis pas un fan du style des Devils du New Jersey avec la trappe. Alors, j'ai toujours priorisé le style offensif. Par contre, dans le logiciel, je n'ai pas ajusté le nombre de buts en conséquence d'avoir plus de buts. Je l'ai laissé comme il était lorsque j'ai installé le logiciel. Alors, je n'ai pas vraiment fait de modification. Et ça donne, je trouve, un résultat parfait pour moi.
pour ce que je veux. On a plusieurs marqueurs de 100 points, plusieurs marqueurs de 50 buts. Alors pour moi, ça me satisfait. Je n'ai pas envie de voir un marqueur de 250 points ou de voir 70 joueurs à 100 points. Je trouve que j'ai un bon équilibre dans ce que je voulais, mais effectivement, oui, je priorise l'offensive à la défensive, mais reste que les défenseurs défensifs et les joueurs défensifs, il n'y en a pas des tonnes. Je suis en train je dirais, de patcher ça un petit peu. Surtout au niveau des défenseurs, vous allez voir de plus en plus des défenseurs avec du bleu dans la défensive. Évidemment, avec ce que je vous avais expliqué, que j'allais monter le face-off, même si ça ne change pas son style au niveau défensif, ça reste que ça fait monter le chiffre en défensive. Et je montre quelques petites statistiques des défenseurs afin que les défenseurs soient un peu plus défensifs, car j'ai beaucoup remarqué que des défenseurs défensifs de 800 et plus, il y en avait quasiment pas. Alors, je suis en train de rétablir ça. Est-ce que ça va changer la dynamique des buts, des points qui vont être marqués? Je ne sais pas. C'est en processus de se faire. Il faut laisser le temps à ces jeunes défenseurs-là de s'établir et de poigner leurs 800 et plus en défensive. Mais oui, je continue à dire que je suis un gars des années 80-90. J'adore le hockey offensif. Alors, oui, j'ai toujours priorisé l'offensive. Alors, c'est possible que la tendance va vers les joueurs offensifs, autant que les défenseurs offensifs. J'espère avoir répondu à ta question. Maintenant, ta deuxième question que tu m'as posée, c'est quelle est la différence entre un joueur développé de 23 ans et un joueur de 21 ans, par exemple? Est-ce que la différence est si marquée? Ça dépend du joueur. Je vais expliquer un peu. Le logiciel fonctionne un peu comme la réalité. Ce qui veut dire que si le joueur à 18 ans, il était bon, il est fort possible que dans le logiciel, autour de peut-être 20 ans, il va être très bon, il va atteindre son maximum. Si le joueur, par contre, a commencé à être bon à 25, 26 ans, eh bien, le logiciel ça va prendre du temps au joueur avant de se développer. Alors, je te dirais d'y aller joueur par joueur et d'aller voir par des sites d'information, des statistiques, à voir où est-ce qu'il a atteint son pic de production, où est-ce qu'il est devenu un très bon joueur. Ça va te donner une idée. Si le joueur monte à 26 ans, dis-toi qu'au moins dans la ligue, nous, à 23 ans, peu importe, il va atteindre son maximum. S'il ne l'a pas atteint, je le monte à 23 ans automatiquement. Alors, ça, c'est l'information que je peux te donner. C'est pas aléatoire, c'est vraiment le logiciel a fait en sorte que les joueurs se développent un peu comme ils se sont vraiment développés dans la vraie vie. Alors, ceci conclut les deux questions posées. Maintenant, je vais parler de Connor Bedard que je vous ai annoncé dans la dernière émission, que j'avais annoncé qu'il serait dans le repêchage et c'était peut-être, je me suis peut-être trompé et après réflexion et une discussion avec un DG, j'en ai venu à la conclusion qu'il était préférable que Connor Bedard fasse partie d'un boulier et non du repêchage. Je dis ça parce qu'il y a plusieurs équipes probablement que, sachant que Connor Bedard va être là, qui sera un joueur d'exception, donc aura de très belles statistiques comparativement à un nouveau joueur qui arrive. Je ne voulais pas que les équipes fassent exprès pour perdre. Déjà, j'ai vu quelques petites choses cette année qui ont commencé un peu à voir certaines équipes faire des petites choses qui ressemblaient à « je veux faire exprès pour perdre ». Alors, je ne voulais pas que ça arrive pour Connor Bedard, que plusieurs équipes se décident à faire exprès pour perdre, pour être sûr d'avoir Connor Bedard, ou du moins se donner une chance pour l'avoir. Alors, ce que j'ai décidé de faire, comme je vous dis, avec l'idée d'un autre directeur général, c'est que nous allons faire un boulier pour Connor Bedard. Il y aura évidemment 16 boules. Donc, les 16 équipes qui ne participeront pas aux séries auront droit à la loterie Connor Bedard. Donc, chaque équipe qui ne feront pas les séries auront une chance d'avoir Connor Bedard dans leur équipe. Fait que ceci va comme aider un peu à n'importe qui des 16 dernières équipes pourrait avoir Connor Bedard au lieu que 2-3 équipes se battent vers la fin juste pour avoir Connor Bedard. C'est comme je dirais un bonbon, un ananas que je donne à la chance à une des 16 équipes de remporter la loterie Connor Bedard. Alors, ceci conclut le petit segment pour Connor Bedard.
Alors, je voulais aussi expliquer, parce que plusieurs personnes me posent la question, pourquoi le draft est pas assez fort, pourquoi il est trop fort, pourquoi il manque des joueurs de 800 ou quelque chose comme ça. Fait que je veux juste expliquer un peu comment je fonctionne pour le repêchage. J'ai eu de mauvaises expériences dans le passé avec l'autre logiciel Eastside Hockey Manager, où est-ce qu'on faisait des repêchages un peu trop forts, et même on faisait, si je me rappelle bien, à la saison 10 où que j'avais fait ça, je l'avais fait à plusieurs reprises, on avait fait des méga drafts où est-ce que nous avions boosté les équipes, et cela a nui considérablement au développement de la Ligue, malgré qu'on a réussi à faire 57 saisons, si je me rappelle bien. Mais ça reste que ça l'a nui aux équipes, ça l'a nui à la Ligue d'avoir des équipes boostées. Alors, je ne veux pas faire la même erreur, répéter cette même erreur et d'avoir des drafts trop forts. Ça va arriver que je vais faire des bons drafts, comme cette saison, je crois que le draft est très bon. La saison dernière aussi, il était très bon. Mais il faut s'attendre à ce qu'il va y avoir des repêchages qui vont être moins importants, moins bons que d'autres. Je vais expliquer un peu comment je fonctionne depuis le début. C'est que j'y vais selon les retraités. Si j'ai plusieurs bons retraités qui prennent leur retraite, eh bien, je vais essayer de les remplacer par le même nombre de joueurs. Comme l'année dernière, on a eu Paul Coffey, Larry Murphy, qui sont partis à la retraite. Il y a eu Jari Kurri, je me rappelle, il y a eu Mariano Ossa, et je pense qu'il y a eu un autre joueur. Fait que ce qui fait que j'ai eu 5 très bons joueurs qui ont pris leur retraite. Alors, soyez sûr que dans les 3 rondes, il va y avoir au moins 5 bons joueurs qui vont faire leur retour. C'est sûr que j'ajoute toujours un petit peu plus pour aider les équipes de fond de classement. J'essaie aussi d'améliorer un peu les rangs, peut-être les choix de peut-être 5 à 10 qui soient un petit peu meilleurs que les retraités. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'avec le temps, là, nous n'avons pas eu beaucoup de retraités de qualité, mais avec le temps, il risque d'avoir des saisons où on va avoir peut-être 10 ou 12 retraités de qualité. Et puis, je vais essayer d'équilibrer, d'avoir encore une dizaine de joueurs qui vont revenir pour garder un certain équilibre. Si je ramène trop de joueurs de bonne qualité dans les repêchages, on va se retrouver à voir un Sergei Fedorov jouer sur un 3e trio ou voir un Niklas Lidstrom ou un Bob, peut-être là j'exagère peut-être, mais je vous dirais un défenseur de premier plan se retrouver sur la 3e paire parce qu'il y a une trop grosse profondeur. C'est ce que je veux pas. J'aimerais ça que les gars de 4e trio soient vraiment des joueurs de soutien. Les 3e trios, la même chose avec plus de qualité. Et que les 2 premiers trios soient des bons joueurs. Ça, j'ai pas de problème. Mais plus qu'on va ajouter de bons joueurs, et s'il n'y en a pas qui partent à la retraite, la problématique, c'est qu'on va se retrouver avec trop de bons joueurs. Les équipes vont avoir une profondeur énorme. Et cela va causer à un moment donné que il y a des joueurs on ne sera plus capable de payer, ils vont tomber aux agents libres, des joueurs de qualité, et on va se retrouver, comme je vous dis, avec des Jaromir Jagr sur un 3e trio parce qu'il y a trop de profondeur dans l'équipe. Aussi, comme vous avez remarqué, pour ceux qui ne le savent pas, mais là, il y a toujours au moins 2 filles dans le repêchage. Dans la ronde 2 et dans la ronde 3, des fois elles sont cachées, des fois elles sont visibles. Mais il y a toujours 2 filles. Il va toujours avoir 2 filles. Un par ronde. Question de, comme j'ai dit, de faire le mélange. Je trouve ça le fun d'avoir des filles dans la ligue. C'est cool. Ça donne une petite affaire, un petit challenge. Les Islanders ont créé leur propre équipe de filles. Fait que non, je vais garder cette petite idée-là de ramener des filles à toutes les saisons. Et puis, il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne connaissent pas encore comment fonctionne le repêchage, la ronde 2, la ronde 3, il y a des surprises. Ça peut être une surprise payante comme ça peut être une surprise décevante. Alors, c'est un peu comme un coin flip, si je peux appeler ça comme ça, désolé de l'anglicisme, mais c'est un choix personnel. Je vous offre quand même une liste de bons joueurs à choisir, mais oui, il est possible qu'il y ait un meilleur joueur que ce qui est affiché dans ce que vous voyez, autant un attaquant qu'un défenseur. Alors, j'essaie d'équilibrer les choses, d'essayer que
les gens hésitent entre les choix qui sont disponibles et les points d'interrogation. Si vous faites vos devoirs, vous êtes censé voir les joueurs, vous êtes censé à peu près vous donner une idée de qui va être au repêchage, un peu comme cette année en ronde 2, où est-ce qu'on a l'année 1988. Il faut comprendre que il y a plusieurs bons joueurs. On a Mark Recchi, Alexander Mogilny, Jeremy Roenick, Tony Amonte. C'est sûr, je ne peux pas tous les mettre, comme je vous dis, parce que sinon, ça ferait trop de profondeur. Mais je vais en afficher peut-être un qui va être très bon. Est-ce qu'il va en avoir un meilleur qui va être affiché dans les points d'interrogation ou un petit peu moins bon? Et puis, la dernière chose par rapport à ça, c'est que ça va arriver aussi que je vais ajouter des joueurs des années d'époque, des années 40, des années 50. Ils n'ont jamais été repêchés, ces joueurs-là. Fait qu'il faut les ajouter de cette façon-là. Alors, il est possible un jour que je ramène un Maurice Richard, un Aurel Joliat, qui n'ont jamais été repêchés. Et c'est ma seule façon de pouvoir les ramener, c'est de cette façon-là. Fait que si on veut revoir un jour Jean Béliveau, c'est la seule façon que je vais pouvoir le ramener, c'est de le cacher dans un repêchage ou de le mettre visible. Mais c'est ça, si vous voyez un Jean Béliveau dans les rondes 2 ou 3, dites-vous qu'il n'y a probablement pas un autre aussi bon joueur qui va être caché. Il va en avoir de bons, mais probablement pas un meilleur que Jean Béliveau. Alors, je pense que j'ai fait le tour. J'ai tenté de le mieux vous expliquer comment fonctionne le repêchage. Connor Bedard, et j'espère avoir répondu aux 2 questions correctement. Puis même les questions peuvent aider les autres directeurs généraux à mieux comprendre la philosophie, la vision de la Ligue que j'ai toujours eue. Question, comme je vous ai dit, question offensive. Je pense, je l'ai déjà dit, mais je pense que là, de le dire dans une émission comme ça, je pense que ça vient de catégoriser un peu la Ligue, qu'on est une Ligue un peu plus offensive que défensive. Fait que si vous décidez de bâtir une équipe avec juste des excellents défenseurs, pas d'attaque, j'ai l'impression que votre équipe va peut-être avoir de la difficulté à performer. Bref, je conclus mon bulletin. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut.